À la une de l'actualité, le roi Felipe VI condamne l'attitude des dirigeants catalans. Il la juge irresponsable. De son côté, le président de la Catalogne lui l'assure, la déclaration d'indépendance n'est plus qu'une question de jours. Ce mardi, la grève générale a été massivement suivie dans la région. Le projet de loi antiterroriste largement adopté à l'Assemblée nationale. Objectif, sortir de l'état d'urgence instauré après les attentats de novembre 2015. La gauche dénonce un texte liberticide, trop laxiste, réplique-t-on à droite. Prochaine étape, son examen par le Sénat. Les enquêteurs américains cherchent toujours à cerner la personnalité du tueur de Las Vegas, un retraité de 64 ans, amateur de casino, que rien ne semblait prédestiné à une telle folie meurtrière. Si le mobile reste flou, ils en savent désormais plus sur la préparation de son passage à l'acte. Voilà pour les titres. Bonjour, soyez les bienvenus sur France 24. Ils se sont mis en marge du droit et de la démocratie. Lors d'une allocution télévisée d'une rare fermeté, le roi Felipe VI a condamné l'attitude des dirigeants catalans. 2 jours après le référendum d'autodétermination jugé, je vous le rappelle, illégal par Madrid, le bras de fer semble donc se durcir avec les indépendantistes catalans. On écoute tout de suite le roi d'Espagne. Nous sommes arrivés au point culminant d'une tentative inacceptable d'appropriation des institutions historiques de Catalogne. Ces autorités, de manière claire et indiscutable, se sont mis en marge du droit et de la démocratie. Et pendant ce discours, le roi Felipe s'est posé en garant de la souveraineté nationale, appelant les Espagnols à l'unité. Écoutez à ce propos les précisions de notre correspondante à Madrid, Mélina Huet. C'était un message à nation enregistré, 5 minutes, donc très court. C'est un rappel de la règle. Il a affirmé que les indépendantistes ont porté atteinte aux lois de l'État. Il a eu des mots très forts. Ils ont réussi à diviser la société. Il a dénoncé leur comportement, je cite, irresponsable. C'est une forme de déloyauté. Et puis, on l'attendait sur une forme de dialogue. Et il a d'abord souhaité s'adresser aux Catalans, mais attention à pas à tous les Catalans, d'abord ceux, je cite, préoccupés par les agissements de leur exécutif en Catalogne. Il leur a dit, vous n'êtes pas les seuls, vous avez notre solidarité et puis la garantie de l'état de droit. Finalement, il ne s'est pas du tout adressé aux 70% de Catalans qui veulent un référendum et qui ne sont pas tous d'ailleurs pour l'indépendance, puisque pour rappel, le dernier sondage donne 41% de oui à une véritable autonomie. Donc tous ne veulent pas l'indépendance, mais tous veulent voter, en tout cas une grande majorité. On sent dans ce discours une forte touche du PP, du Parti populaire, qui est le parti conservateur au pouvoir en Espagne, à la tête duquel Mariano Rajoy. Il n'y a pas vraiment d'avancée, pas de proposition, je l'ai dit, pas d'appel au dialogue, et c'est pourtant ce qu'on attendait d'un tel discours exceptionnel du roi. Et une chose encore, sauf à de rares exceptions, et c'est peut-être le cas ce soir, on ne le sait pas, les discours de la couronne sont écrits par le gouvernement et puis relus ensuite et validés par le palais. Donc on sent finalement cette touche avec des mots qui ont été parfois employés par Mariano Rajoy lui-même le soir du référendum. Et le président de la Catalogne n'a pas tardé à répondre à cette allocution télévisée du roi Felipe. Pour Carles Puigdemont, la proclamation de l'indépendance catalane n'est plus qu'une question de jours. Ce mardi, la grève générale a été fortement suivie par les indépendantistes. Ils dénoncent notamment les violences policières commises dimanche lors du référendum. On voit tout cela en images avec David Gilbert. Après une journée passée à défiler, ils sont des milliers à avoir convergé vers le quartier général de la Guardia Civile à Barcelone. Le point d'arrivée de la mobilisation de ce mardi, qui répond aux violences policières survenues 2 jours plus tôt. Ils ont frappé à coups de matraque des personnes âgées, des enfants et des gens qui voulaient seulement voter. Ailleurs dans Barcelone, les partisans d'une Espagne unie, qui demandent la démission du président de la région, paraissent bien peu nombreux. Car du côté des indépendantistes, la grève générale décrétée par les syndicats catalans tourne à la démonstration de force. Toute la région est au ralenti. Parmi les centaines de milliers de manifestants, de nombreux dockers du port de la ville qui ont massivement débrayé. Ce n'est pas une histoire d'indépendance, de oui ou de non. C'est une histoire de fierté, du droit de protester, de s'exprimer, ce que nous refuse ce gouvernement.
2 jours après le référendum, la rancœur contre les forces de l'ordre et le gouvernement central est encore tenace. Malgré les appels à une médiation internationale, le bras de fer entre Madrid et Barcelone devrait continuer. 415 voix pour, 127 contre et 19 abstentions. En France, les députés ont largement adopté le projet de loi antiterroriste voulu par le gouvernement. Il doit prendre le relais de l'état d'urgence, en vigueur, je vous le rappelle, depuis près de 2 ans en France. Un texte présenté par le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb comme une réponse durable face à une menace durable. On voit tout cela avec Ashrène Verdian. Remplacer l'état d'urgence par une loi antiterroriste permanente, l'Assemblée nationale a donné son feu vert. Pour le gouvernement, il s'agit d'une nécessité. Les parlementaires, l'Assemblée nationale a conscience qu'aujourd'hui, la menace est grave et que nous devons effectivement nous protéger contre les terroristes. Qu'il faut le faire de manière équilibrée, en portant à la fois la sécurité et la liberté. La nouvelle loi ferait entrer dans le droit commun des dispositions exceptionnelles de l'état d'urgence. Elle devrait prendre effet le 1er novembre et donnerait aux autorités le pouvoir d'assigner à résidence, de mener des perquisitions ou encore de fermer des lieux de culte qui promeuvent les discours de haine sans l'autorisation préalable d'un juge, sauf pour les perquisitions. La loi doit maintenant être renvoyée en commission mixte paritaire pour que l'Assemblée et le Sénat se mettent d'accord sur un texte commun. Et ce vote à l'Assemblée nationale intervient seulement 2 jours après l'attaque au couteau de Marseille qui a coûté la vie à 2 femmes, je vous le rappelle. Sur place, l'enquête avance. 5 personnes ont été interpellées. Au moins 4 d'entre elles ont été placées en garde à vue pour association de malfaiteurs terroristes criminels. Des perquisitions ont également été menées ce mardi dans la cité phocéenne. Je vous le disais en titre, aux États-Unis, les enquêteurs cherchent toujours à en savoir plus sur la personnalité du tueur de Las Vegas. À ce stade, ils ont au moins une certitude, l'homme de 64 ans avait minutieusement préparé son passage à l'acte. En témoigne la quarantaine d'armes retrouvées à son domicile et dans sa chambre d'hôtel à Las Vegas, Serine Bay. Ils passent au peigne fin les lieux de l'attaque. Les enquêteurs du FBI essaient de comprendre comment un comptable à la retraite millionnaire a pu commettre le pire massacre de l'histoire récente des États-Unis. Stephen Paddock n'avait pas de casier judiciaire. Selon les autorités, il aurait planifié méticuleusement cette attaque. Cet acte a forcément été prémédité. Le fait qu'il y ait dans sa chambre tout cet arsenal, ça a été entièrement préparé. Et je suis sûr qu'il savait exactement ce qu'il faisait, ce qui est vraiment inquiétant. Depuis le 32e étage de l'hôtel Mandalay Bay, Stephen Paddock bénéficiait d'une vue entièrement dégagée sur le concert. La chambre a été louée 4 jours avant l'attaque, lui laissant le temps de bien la préparer. Les enquêteurs ont retrouvé des caméras installées à l'intérieur de la pièce mais aussi à l'extérieur, permettant à Stephen Paddock de surveiller ceux qui s'approcheraient de la chambre. 23 armes ont également été découvertes, ainsi que des accessoires utilisés pour transformer les semi-automatiques en automatiques et ainsi pouvoir tirer des rafales. Nous avons trouvé un appareil qui permet à un individu d'accélérer le déchargement des munitions. Les enquêteurs ont également découvert 19 armes à feu, des explosifs et des centaines de munitions dans sa maison à Mesquite, à 130 km de Las Vegas. Les données de son ordinateur et de son téléphone portable sont actuellement examinées et sa compagne devrait être interrogée dès son retour de voyage. Les motivations de Stephen Paddock restent aujourd'hui un mystère. L'homme de 64 ans semblait vivre une vie paisible dans ce quartier prisé des retraités. Il aura attendu 2 semaines avant d'effectuer le déplacement. À Porto Rico, Donald Trump est venu constater l'ampleur des dégâts causés par le passage de l'ouragan Maria. Le président américain y a provoqué la polémique. À demi-mot, il dit regretter d'avoir dépensé, je cite, beaucoup d'argent pour Porto Rico. Sur place, vous allez le voir, la population, elle, est à bout, exaspérée par l'absence d'électricité et le manque d'eau potable. Reportage de notre envoyé spécial, Gallagher Fenwick. Certains des habitants les plus pauvres de Porto Rico ne font aucun commentaire sur la visite du président américain pour une simple raison. Sans électricité, ils n'ont pas pu la suivre. On n'a pas de lumière, pas d'eau courante. On a tout perdu jusqu'au lit.
Dans ce quartier ouvrier, les progrès sont lents à venir. Pourtant, ici, les dégâts sont considérables. 2 semaines après le passage de l'ouragan, certains attendent toujours de l'aide. Qu'est-ce qu'elle pourrait changer pour vous, cette visite du président? Franchement, je n'en sais rien. Il commence à pleuvoir un tout petit peu, quelques gouttes d'eau à peine. Pourtant, certains ici nous affirment que cela peut avoir des conséquences désastreuses, surtout pour les personnes les plus durement touchées par l'ouragan Maria. Dans cette zone, de nombreuses maisons ont perdu leur toit, arrachés par les vents, et ils n'ont pas été remplacés. Leurs propriétaires restent totalement exposés aux éléments. Ce n'est pas facile de vivre sans toit. Je ne le souhaite vraiment à personne. Moi, je suis un adulte, mais il y a des enfants qui sont sans toit. Et ça, c'est très préoccupant. Il faudra attendre des semaines, voire des mois avant de pouvoir mesurer l'impact de la visite présidentielle. Sans intervention rapide, Porto Rico risque de s'enfoncer toujours un peu plus dans l'une des pires crises de son histoire. Et sachez que le bilan à Porto Rico s'est alourdi ce mardi. Il était de 16 victimes, il est désormais de 34. Pour la première fois depuis 3 ans, le gouvernement palestinien s'est réuni dans la bande de Gaza, un pas possible vers la réconciliation 10 ans après la division des territoires palestiniens. D'un côté la bande de Gaza contrôlée par le Hamas, de l'autre la Cisjordanie où règne le Fatah, 2 organisations qui semblent désormais prêtes au dialogue. On écoute Ismaël Haniyeh, le chef du Hamas. Nous voulons que la réconciliation nationale palestinienne organise la Palestine dans le cadre de l'autorité. Cela signifie un seul gouvernement pour toute la nation et des élections présidentielles et législatives dans le cadre de l'organisation de libération de la Palestine. Il fut le premier président non-arabe de l'Irak. On l'a appris ce mardi, Jalal Talabani s'est éteint en Allemagne. Il avait 83 ans. Grand défenseur de la cause kurde, il fut pendant de longues années la bête noire de Massoud Barzani, l'actuel président du Kurdistan irakien. Son portrait est signé David Gilberg. Jalal Talabani n'a pas pu voter pour l'indépendance du Kurdistan. Peu avant le référendum organisé la semaine dernière, l'ancien président irakien avait dû partir se faire soigner en Allemagne. Il était l'une des figures de la cause kurde depuis ses premiers pas de militant nationaliste dans les années 40. En 1975, il fonde son propre mouvement, l'Union patriotique du Kurdistan, après un désaccord avec le Parti démocratique du Kurdistan de son mentor, Mustafa Barzani. Les dissensions se poursuivent avec Massoud Barzani, fils et successeur du précédent et actuel président du Kurdistan. La concurrence entre l'UPK et le PDK va marquer le mouvement kurde en Irak pendant des décennies. Ils réussissent à s'allier lors de la grande révolte kurde de 1988 contre leur ennemi commun, Saddam Hussein, avec qui Talabani négocie une certaine autonomie du Kurdistan à l'issue de la première guerre du Golfe. Mais la situation dégénère à nouveau dans le courant des années 90 entre factions rivales ainsi qu'avec Bagdad. Nous ne sommes pas prêts à parler avec Saddam Hussein. Nous pensons que c'est un boucher, un dictateur. Nous combattons aux côtés des autres forces irakiennes pour le renverser. Jalal Talabani aura gain de cause 7 ans plus tard. C'est l'invasion américaine, la chute de Saddam et l'élection présidentielle en 2005 qui font de lui le premier président kurde de l'histoire du pays. Celui que l'on appelle Oncle Jalal au Kurdistan œuvre alors à la réconciliation entre les différentes communautés irakiennes. Mais ses 3 mandats sont marqués par ses problèmes de santé et ses allers-retours en Allemagne, où il s'est éteint ce mardi. On en vient au prix Nobel de physique décerné cette année à 3 Américains. Rainer Weiss, Barry Barish et Kim Thorne sont les lauréats. Ils ont été récompensés pour leur exceptionnel travail sur la détection d'ondes gravitationnelles provenant de la collision de 2 trous noirs. Un siècle après la théorie de la relativité générale d'Albert Einstein, cette découverte bouleverse le monde. Ce sont les propos du secrétaire général de l'Académie suédoise qui décerne le prestigieux prix. Fin de cette édition, merci à tous de l'avoir suivi. Prochain journal dans 15 minutes sur France 24.